Bon, merci, chers collègues, pour l'introduction. Et nous avons beaucoup à cœur aussi les liens entre l'Université de Turin et les universités françaises en général, mais l'Université de Nice en particulier. Nous serons très heureux de cultiver ces relations. Et je remercie tout particulièrement mon collègue et ami Matteo Trelliani pour avoir organisé cette rencontre. Euh, je regrette de ne pas pouvoir être dans la partie présentielle de l'hybridité, mais des contraintes insurmontables m'ont empêché en fait de me rendre à Nice dans cette période compliquée. Cependant, cela tombe bien du point de vue du sujet de mon propos parce que en fait il ne s'agit que d'une comparaison avec quelques instruments de la sémiotique et par quelques instruments de la sémiotique entre nos deux différentes façons à nous de vivre cette conférence, c'est-à-dire d'une fois de façon présentielle et d'une part de façon présentielle, d'autre part de façon à distance. Alors, nous le savons, la pandémie de Covid-19 en 2020 a radicalement modifié de nombreuses activités humaines, exerçant un impact sans précédent sur les croyances, les émotions et les actions des gens. Il a changé des groupes, des communautés et des institutions. Il a modifié des styles de vie. Le monde numérique n'a pas été exclu de ce changement, au contraire, à bien de points de vue, il en a été les centres. Même avant la pandémie, une partie importante de la vie humaine avait sa représentation, son reflet ou sa contrepartie dans le monde numérique. De nombreux comportements et activités existaient encore de manière prioritaire en dehors de la sphère numérique, comme les fêtes, les voyages, les cérémonies, mais très peu d'entre eux subsistaient sans laisser des traces dans la sphère numérique et surtout dans les réseaux sociaux. Il ne suffisait pas de souffler les bougies sur un gâteau d'anniversaire, d'explorer les temples d'Angkor Wat ou d'être témoin à un mariage. Il était aussi de plus en plus socialement significatif de lier ces expériences de la vie non numérique à une sorte d'empreinte souvent déformée, généralement auto-glorifiante dans l'univers numérique. Ce besoin social était si impérieux que la relation de cause à effet ainsi que l'équilibre des priorités esthétiques qu'il impliquait avait commencé à basculer. Les fêtes, les voyages et les cérémonies devaient être organisées de manière à prédisposer la possibilité d'en laisser un impact numérique approprié dans les réseaux sociaux. Lorsque ce réarrangement n'était pas possible parce que la fête était assez triste, parce qu'il y avait trop de monde à Angkor Wat, ou parce que le marié n'était pas si beau, alors diverses méthodes populaires répandues venaient à l'aide de filtres numériques étant parmi les plus courantes et prêtes à l'emploi. Il suffisait d'ajouter un peu de lumière à la scène de soufflage de bougies sur les gâteaux anniversaires, d'effacer numériquement les autres touristes de l'entrée du temple, ou de rajeunir le visage du marié pour produire dans les réseaux sociaux des simulacres numériques qui amélioreraient la qualité souhaitée des événements et des vies représentées, impliquant ainsi un avantage social en termes des statuts et des sympathies, de likability pour les protagonistes du matériel affiché. La grande majorité des utilisateurs des réseaux sociaux ont été passionnés par ces pratiques esthétiques, avec plus ou moins de talent pour créer un sentiment de distinction sociale numérique. Certains étaient extrêmement habiles à améliorer la représentation numérique de leur vie sans donner l'impression de le faire, ou du moins sans donner l'impression d'en faire trop, tandis que d'autres étaient moins aptes et tombaient irrémédiablement dans le piège du kitsch. Dans les deux cas, l'effet final dépendait d'une combinaison de facteurs et surtout de la mise en correspondance ou au contraire de la désadaptation entre le style numérique de l'auteur de posts et notices et les goûts numériques de leur public, sachant que dans l'arène effilochée des réseaux sociaux,
il est de plus en plus difficile de contrôler ceux qui vont réellement recevoir un contenu publié, avec la conséquence que dans ce domaine, on est toujours un peu kitsch pour quelqu'un d'autre. Qu'est-il arrivé à cette hypertrophie avec la pandémie Covid-19 de 2020? Comme il fallait s'y attendre, la situation sans précédent d'une grande partie de la population mondiale confinée chez elle par la loi a eu des conséquences également sur la relation entre le monde de l'expérience physique et son homologue numérique. Lorsque des conditions techniques appropriées étaient disponibles, toutes les activités impliquant une interaction humaine qui pouvaient être numérisées ont été numérisées, avec pour conséquence une rénumérisation des pratiques qui étaient déjà partiellement ou totalement dans la sphère numérique. Les différents cas peuvent être disposés dans une matrice combinatoire. Les relations qui n'impliquaient aucun contact numérique de la vie pré-pandémique ont dû être numérisées en partie ou complètement, ou bien elles ont dû être abandonnées. En Italie, comme on a parlé d'Italie, aller chez la pizzeria du coin était une activité non numérique, un rituel, du moins dans l'interaction entre le propriétaire et les clients, dans l'interaction entre amis. Pendant la pandémie, seule la livraison était licite. Elle était aussi numérisée que possible, ce qui signifie que la numérisation a permis une interaction fluide entre les propriétaires et les clients via un intermédiaire, le rider. Je ne sais pas s'il y a un mot français pour le rider, mais je crois qu'on l'appelle le rider un peu partout, hein, des Uber Eats. Oui, c'est les riders, c'est Les livreurs, voilà, les livreurs. Les livreurs. Les livreurs, on l'appelle juste livreur. Oui, c'est juste livreur. Les livreurs, très bien. C'est beaucoup plus élégant que rider. Ce service d'intermédiation numérique était déjà disponible avant la pandémie, mais il a considérablement augmenté après. Dans ce cas, cependant, ce qui était partiellement numérisé n'était pas l'expérience elle-même de manger une pizza, mais celle de l'acheter physiquement dans une pizzeria ou celle de la consommer là-bas. Il est pléonastique de rappeler qu'avec la pandémie, seules les activités humaines liées au sang, dont les stimuli pouvaient assez facilement être numérisés, purent subir un tel processus. L'expérience, par exemple, d'entrer dans une parfumerie et d'y renifler divers échantillons ne pouvait pas être numérisée et dut s'arrêter jusqu'à la fin du confinement pour être redémarrée avec d'innombrables précautions après les confinements. De même, l'expérience humaine de se trouver immergée dans l'eau chaude d'un spa avec une multitude d'autres êtres humains dut être interrompue, et dans ces cas aussi, elle n'a été reprise qu'à un stade ultérieur avec des protocoles rigides de stérilisation. D'autres expériences, impliquant pour la plupart la proprioception et les sentiments parfois enivrants de se retrouver coincé au milieu d'une foule, ont été complètement arrêtées et n'ont jamais pu être reprises, faire partie d'une vague humaine géante dans un stade lors d'un match de football, recevoir les corps d'un chanteur de rock sautant sur le public depuis la scène lors d'un concert, frotter son corps contre ceux de dizaines d'étrangers dans un club bondé. Toutes ces activités sont devenues impossibles et illégales dans de nombreuses sociétés, et personne ne sait si et quand elles seront à nouveau autorisées. Probablement, ils ne seront jamais tant qu'une vaccination ne sera pas disponible, largement mise en œuvre, et ne reprendront probablement pas de la manière habituelle. La seule exception dans cette catégorie de comportements est représentée par des types de multitudes humaines qui prennent forme illégalement ou aux frontières de la légalité, comme dans les nombreux affrontements entre manifestants et forces de police qui se sont produits dans le monde pendant la pandémie, même si très rarement lorsque la pandémie était à son apogée. Dans ces circonstances également, cependant, la plupart des manifestants portaient des masques médicaux, à l'exception des manifestants négationnistes, protestant contre les masques eux-mêmes, bien que certaines situations paradoxales se soient également produites avec des manifestants masqués manifestant contre les masques.
Alors les changements de comportement humain et même des habitudes dans les cas de cette troisième catégorie a été extrêmement visible et a souvent été vécu comme très pénible. L'impossibilité de sentir son corps avec celui d'une foule a été traumatisant, en particulier pour ceux qui considéraient ces expériences comme essentielles dans leur vie sensorielle et émotionnelle. Les changements a été si radical qu'il était impossible de ne pas les remarquer. Il était évident pour tout le monde que la rencontre avec des milliers d'autres danseurs en concert de rock n'était plus possible. Dans d'autres cas, cependant, les changements ont été plus subtils, mais aussi plus subreptices. On a eu l'impression de pouvoir continuer à faire ce qu'on faisait avant la pandémie, car une infrastructure et un protocole de numérisation étaient déjà en place, quitte à se rendre vite compte que la version numérique de l'activité auparavant partiellement ou même totalement incarnée n'était pas exactement la même. L'enseignement a été certainement un exemple important dans cette catégorie. Avant la pandémie, des formes de didactique en ligne ou mixtes existaient déjà. De nombreuses universités pouvaient déjà s'appuyer sur des plateformes numériques pour faciliter la transmission des contenus des enseignants aux étudiants et les passages des retours didactiques dans les deux sens. Il y avait même des universités dont la totalité de l'enseignement était basée sur la fourniture des contenus en ligne, même si elles conservaient encore une forme ou des formes d'interaction en face à face. Les universités en ligne continuaient à donner des cours particuliers et dans certains cas à examiner les étudiants en présence. Dans les universités traditionnelles, cependant, l'enseignement reposait principalement sur l'activité séculaire de l'enseignant qui allait dans une salle de classe, y trouver des étudiants et leur enseigner. Ainsi, même dans les universités qui pouvaient déjà s'appuyer sur des plateformes, des réseaux, des logiciels et des protocoles d'enseignement en ligne, l'interruption soudaine et forcée de toute forme d'interaction en face à face a été une sorte de choc. Non seulement l'enseignement, mais aussi les heures de bureau, les activités de laboratoire, les séminaires, les examens, les diplômes, les discussions de thèse de doctorat jusqu'au concours d'embauche de nouveaux professeurs ont dû soudainement passer à la version en ligne. Inévitablement, les changements ont été accompagnés par une attitude récalcitrante, résistante et même hostile de la part de plusieurs. Vous connaissez l'avis de Agamben, notre compatriote, sur l'enseignement en ligne. Surtout quand, avec la fin de la pandémie, ou on devrait dire plutôt la fin de la première vague de la pandémie, réintroduire prudemment certains enseignements en présentiel est devenu une question de choix, impliquant inévitablement des options personnelles en termes des risques, mais aussi en termes d'idéologie de l'éducation. La plupart des réactions au changement étaient néanmoins émotionnelles, compte tenu de la situation de stress grave dans laquelle elles avaient pris forme. Les enseignants, les élèves et les parents ont approuvé ou objecté, accepté ou résisté, toléré ou opposé, selon leur humeur personnelle et souvent sans un examen approfondi de ce qui était réellement en train de changer dans les changements. Le fait que l'enseignement soit du moins apparemment principalement basé sur les sens et assez facilement numérisable de la vue et de l'ouïe, a conduit à la négligence générale d'autres aspects sémiotiques de l'expérience didactique moins visiblement modifiés par les changements. Si l'on avait adopté une idéologie de l'enseignement comme les simples transferts des notions de l'enseignant à l'élève, la version en ligne de celui-ci aurait même pu être vécue comme satisfaisante. Il n'est pas surprenant qu'au sein de cette idéologie, les plantes se concentrassent principalement sur des questions de transmission telles que la rapidité de débit du réseau, la fiabilité des plateformes ou la possibilité de contrôler les étudiants lors des examens. C'est en effet un cas où une compréhension simplement linguistique, voire multimodale du phénomène ne suffit pas.
Si l'on se concentre uniquement sur les aspects verbaux de l'enseignement, ou de toute façon sur ceux qui sont liés uniquement à l'ouïe et à la vue, alors la numérisation est susceptible d'être considérée comme une question purement technique et non comme une question profondément anthropologique. Une perspective sémiotique, au contraire, de façon intrinsèque, prend en compte des aspects de la pratique d'enseignement qui impliquent d'autres sens et dimensions dont l'altération lors de la numérisation forcée par la pandémie a été plus clandestine. Mais il n'est pas à exclure que celui puisse avoir un impact durable et profond sur l'expérience existentielle d'être un enseignant, d'être un étudiant. Considérer attentivement la sémiotique de l'enseignement en ligne signifie donc encourager l'évaluation rationnelle, ou du moins raisonnable, d'un tel impact, au-delà de tout excès émotionnel et idéologique dans l'observation, la stigmatisation ou au contraire la minimisation des conséquences du confinement anti-pandémique sur les modalités par lesquelles la culture et les connaissances sont transmises de génération en génération. Après tout, ce fut probablement la première fois dans l'histoire humaine qui, pendant une période de plusieurs mois, une période qui pourrait se prolonger encore plus à l'avenir, les passages institutionnels d'informations non génétiques entre les générations a été entièrement délégué à la communication en ligne, sans aucune sorte d'interaction en face à face. Une analyse sémiotique de ces phénomènes, sans précédent, vise à éviter au moins partiellement l'excès idéologique consistant à vanter les vieilles traditions d'enseignement ou à les dénigrer et selon des réflexes idéologiques et automatiques. Quelles sont donc les principales caractéristiques de l'enseignement exclusivement en ligne du point de vue sémiotique? Tout d'abord, l'enseignement en ligne implique une sémiotique de l'espace qui est très différente par rapport à celle de l'enseignement traditionnel. Diverses formes d'enseignement à distance ont existé dans l'histoire. On pourrait en fait suggérer que le début de la possibilité d'enseigner et de recevoir un enseignement sans aucune interaction face à face coïncide avec les débuts de l'écriture. L'invention de cette technique et l'opportunité extraordinaire de retranscrire à travers une forme graphique les sons et les sens d'une voix vivante impliquait aussi la possibilité de transmettre les contenus d'un enseignement loin dans l'espace et les temps. Plus récemment, de nombreux médias modernes, du service postal à la radio, ont élargi la gamme de l'enseignement à distance avec diverses formes d'institutionnalisation, depuis les cours d'enseignement supérieur radiophonique des années 50 jusqu'aux universités en ligne actuelles. Cependant, toutes ces modalités d'enseignement et d'apprentissage à distance ont toujours été considérées comme complémentaires et en fait secondaires par rapport à un cadre plus traditionnel, impliquant la présence d'un ou plusieurs enseignants, d'un ou plusieurs élèves, partageant les mêmes temps et les mêmes espaces. Ces deux éléments, qui sont en réalité deux dimensions, la temporelle et la spatiale, doivent toujours être pris en compte lorsque l'on parle des effets sémiotiques de l'enseignement en ligne et plus généralement de la digitalisation de toute activité. Il est faux de dire en effet que la numérisation fonctionne à son mieux avec deux des cinq sens, la vue et l'ouïe, tandis qu'elle fonctionne encore imparfaitement en ce qui concerne le toucher et l'odorat, ne fonctionne pas du tout avec les goûts et elle est toujours en difficulté avec la proprioception. Ce n'est qu'une partie de la vérité. Le cadre de la réflexion devrait en effet inclure aussi les temps et l'espace. La numérisation modifie profondément les dimensions temporelles et spatiales dans lesquelles les activités humaines se déroulent habituellement. Ainsi, dans le cas de l'enseignement, le fait que l'enseignant et l'élève partagent le même espace n'est pas seulement accessoire, mais signifie que cet espace devient un élément sémiotique inévitable et essentiel dans la construction du contexte communicatif de l'enseignement, ainsi que des conditions de son énonciation, comme diraient les sémioticiens. À la différence du temps, en outre, l'espace peut difficilement être pensé en des termes purement abstraits.
Quand on dit qu'un enseignant partage le même espace physique qu'un élève, les deux ne sont pas imaginés dans le vide, mais dans un lieu, c'est-à-dire qu'ils sont imaginés comme entourés d'un espace déjà matériel. L'enseignement peut prendre place dans plusieurs lieux et l'histoire a enregistré de nombreuses variations dans la matérialisation physique de l'espace abstrait d'enseignement dans des lieux spécifiques, de la rue à la place, des couvents aux jungles. La plupart des individus actuels des pays technologiquement avancés, cependant, imagineront sans doute l'enseignement comme inextricablement lié à l'idée, au concept d'une salle de classe, exactement la salle dans laquelle se trouve maintenant mon ami Matteo. Moi aussi, en tant que professeur, si j'imagine l'enseignement, j'ai tend à m'imaginer en train d'enseigner dans une salle de classe, bien que ma première leçon universitaire ait effectivement eu lieu dans une salle de cinéma à Sienne, et quoique parfois il me soit arrivé d'enseigner dans des lieux alternatifs, des bois aux montagnes, des prisons aux hôpitaux. Une salle de classe, cependant, ne doit pas être conçue exclusivement comme un espace physique doté de son mobilier stéréotypé. Encore une fois, la plupart des individus contemporains meubleraient probablement leur classe imaginaire avec une chaire, un tableau noir, ainsi qu'avec des bureaux et des chaises. Ils imagineraient la salle de classe comme une pièce bien éclairée et carrée, avec quelques objets fonctionnels accrochés au mur, où ils imagineraient un large amphithéâtre en bois. Cela n'a vraiment pas d'importance. Ce n'est pas le cas parce que, d'un point de vue sémiotique, la phénoménologie spatiale d'une scène d'enseignement n'est pas constituée par la forme ou la taille de la salle de classe, par la qualité et la quantité des meubles s'y trouvant, par la technologie pédagogique disponible de vieux tableaux noirs aux projecteurs les plus modernes. Tout cela n'est pas indispensable. Bien entendu, un enseignant peut être attaché à certains de ces éléments et envisager de mieux enseigner si la salle de classe a une certaine forme, une certaine taille, si le mobilier est d'un certain type, si une certaine technologie est disponible. J'aime moi-même donner mes cours dans une petite salle de classe avec des meubles essentiels et un tableau noir traditionnel. Pourtant, encore une fois, en examinant la question en profondeur, tout cela n'est pas du tout essentiel. La dimension spatiale de la salle de classe n'est pas construite sémiotiquement et ne fonctionne pas essentiellement à cause de ces éléments. Une salle de classe est faite de regards. L'espace d'enseignement se compose à travers des parcours de regard. Cela pourrait être dit de manière encore plus abstraite pour tenir compte du fait que la spatialité de l'enseignement peut prendre forme même à l'absence de regards scopiques, par exemple dans le cas d'un cours pour des étudiants non-voyants, aveugles. En effet, ce qui est fondamental dans ces regards qui construisent la sémiologie de la spatialité de l'enseignement n'est pas réellement la vue. Les yeux de l'enseignant, ainsi que les yeux des élèves, ne sont que l'incarnation d'un principe plus abstrait, sous-tendant les fonctionnements des regards constructeurs d'espace, ces principes étant en fait la directionnalité. La directionnalité est l'élément clé derrière la constitution du lieu où se déroule l'enseignement. Une salle de classe n'est en réalité rien d'autre que l'incarnation physique à travers une série de figures, chaises, tables, tableaux, etc., d'un réseau de vectorialité. Les figures pourraient bien changer, les étudiants assis sur le sol, les enseignants debout sur un bureau, comme dans les films La Société des poètes disparus, des rétroprojecteurs au lieu de tableaux noirs, etc. Mais la structure de directionnalité orientée que ces figures manifestent doit être présente. Bref, essentiellement, la spatialité de l'enseignement est constituée par le fait qu'un esprit humain, ou plus souvent plusieurs esprits humains, se dirigent à travers leur corps et donc aussi à travers leur sens de l'ouïe et de la vue vers une source commune de connaissances. L'espace d'enseignement résulte d'une convergence physique d'attentions incarnées.
Dans le réseau de regard, un réseau de directivité, des directionnalités, des vectorialités, lequel n'est en fin de compte qu'un réseau d'attentions incarnées, regard qui compose la spatialité de l'enseignement, une asymétrie spatiale abstraite subsiste toujours, même lorsque l'enseignant est silencieux, même quand elle ou il n'a pas encore parlé ou a fini de le faire. De plus, les réseaux subsistent même lorsque l'enseignant n'est plus là, lorsque les élèves sont sortis. Lorsqu'on entre dans une salle de classe universitaire vide, on a souvent l'impression que les mots potentiels de l'enseignement persistent toujours dans l'air vide. On a toujours le sentiment que la tension des désirs de savoir qui sous-tend les réseaux d'enseignement est toujours là, vibrant dans l'espace de la classe, même lorsqu'elle est vide. Il faut souligner par ailleurs que, comme c'est souvent le cas avec la fonctionnalité, ici aussi, elle se transforme fréquemment en terrain des relations sémiotiques. Le parapluie est bien un objet dont la morphologie résulte de la nécessité de protéger le corps humain des agents dangereux tombant sur le corps de haut à cause de la force de gravité, puis neige, grêlons, mais aussi rayons de soleil en Asie et tomates dans des concerts ratés ou avec des publics hostiles. Pourtant, cette morphologie se transforme alors en signifiant ou en représentant, pour le dire avec Peirce, de la même fonction qui est à son origine. Un parapluie devient alors un signe de la nécessité de se protéger de quelque chose, au point que la superstition dans le sud de l'Italie voit les parapluies laissés ouverts à la maison comme un mauvais présage, comme un signe d'un mal à venir contre lequel on est censé se protéger moyennant un parapluie. De même, la salle de classe existe en tant que lieu parce que sa morphologie a évolué dans les temps pour être spatialement et sensoriellement adaptée à la constitution effective de ce réseau des directionnalités orientées qu'est finalement l'espace d'enseignement. Pourtant, cette morphologie de la culture où elle a pris sa forme devient un signe de sa fonction. Dès que l'on pénètre dans un espace aménagé, un lieu d'enseignement, aménagé en salle de classe, on a aussitôt le sentiment que c'est un lieu d'enseignement, que cet espace doit être un espace où des esprits humains, à travers des corps, se dirigent vers un autre esprit humain afin de permettre la transmission systématique des connaissances, les passages des cultures de génération en génération, la constitution de la mémoire non génétique de l'humanité. Mais il y a plus. Ce n'est pas seulement qu'en entrant dans une salle de classe, on a l'impression que l'enseignement et l'apprentissage s'y déroulent. En entrant dans une salle de classe, on a aussi le sentiment que soi-même, on fera partie de ce réseau de directivités orientées, de ce lieu de regard qui établissent la spatialité de l'enseignement. Cela n'arrive pas seulement aux étudiants, mais aussi aux enseignants. En tant qu'étudiant, en franchissant le seuil de la salle des classes, seuil symbolique, mais aussi physiquement et architecturalement matériel, qui sépare la salle des classes du monde extérieur, du couloir par exemple, l'on entre dans un espace, mais aussi dans un lieu, c'est-à-dire dans un espace ainsi physiquement et sémiotiquement agencé, de sorte à favoriser en fait la transformation des corps en des corps apprenants, en des corps qui s'orienteront pour faciliter les passages des informations du corps de l'enseignant vers eux. De la même manière donc, en croisant le même seuil, l'enseignant voit son personnage complètement changé. Il ou elle n'est plus un individu, il ou elle devient un corps enseignant. On pourrait suggérer qu'un enseignant en est toujours un, même en dehors de la classe, et qu'une salle de classe n'est en fait pas nécessaire pour qu'un individu devienne et agisse comme un enseignant. Cela semble évident dans la déformation professionnelle assez fréquente, qui fait que les enseignants parlent en tant que tels, même lorsqu'ils sont avec des amis, avec un ton de conférence qui peut parfois être ennuyeux. Et pourtant,
Cette déformation professionnelle existe, et même les tons ennuyeux qui en résultent, gênants qui en résultent, existent exactement parce qu'ils ont tous les deux, pris forme par l'enseignement et qu'ils ont été créés précisément dans le cadre de ce réseau orienté des directionnalités qui est finalement la spatialité de l'enseignement. En d'autres termes, il est vrai que l'on peut être enseignant en dehors de la classe et que souvent on l'est même malgré soi, mais l'assurance professionnelle de l'enseignant est aussi une conséquence de la spatialité dans laquelle elle a été créée. Alors, maintenant, il y a la partie qui est un peu une provocation, surtout pour mon public français peut-être, mais je vais vous parler de la classe comme lieu sacré. L'idée que ce réseau des directionnalités orientées, que cette structure asymétrique d'attention puisse avoir lieu sans avoir un lieu, est une sorte de rêve idéaliste. Il implique les préjugés d'une parole qui puisse devenir enseignement, éducation, mémoire et finalement culture, tout en restant totalement immatériel. Cela semble reproduire dans le domaine de l'éducation le vieux rêve d'un sacré qui reste tel sans aucun rapport avec un lieu précis. Mais y a-t-il un sacré sans lieu sacré? Dans certaines des cultures religieuses les plus influentes de l'histoire humaine, cela n'est pas le cas. Il n'y a pas de sacralité chrétienne sans un espace chrétien sacré, sans lieu chrétien. Mais c'est aussi vrai pour les catholicismes que pour le protestantisme. Le protestantisme a su purger de la religion chrétienne les idées de reliques, de sainteté, d'icônes, mais pas celles de lieux. Moi, j'ai passé mon confinement, l'entièreté du confinement en France, à La Rochelle. Il y avait bien un temple protestant. Les protestants ont aussi leur temple. Il est impossible d'exclure l'idée que la manière dont de nombreuses cultures fondamentales de l'histoire humaine ont imaginé l'espace du sacré comme essentiellement et inextricablement lié à la possibilité de circonscrire certains lieux, à la possibilité de séparer les lieux du sacré et de l'espace profane, a profondément influencé la manière dont les mêmes cultures ont imaginé et créé la spatialité de l'enseignement. On pourrait même suggérer que les deux tendances, une certaine manière d'imaginer le sacré comme inséparable d'un espace circonscrit, d'un lieu sacré, et une certaine manière d'imaginer l'enseignement comme se déroulant à la fois physiquement et conceptuellement dans une salle de classe, ne sont en fait que deux manifestations d'une même dynamique profondément ancrée dans l'anthropologie humaine, dont le lieu de fonction et des résultats les plus fondamentaux serait la possibilité de conférer un rôle spatial à des êtres humains désignés. Nous avons besoin de l'espace pour entrer dans notre rôle d'enseignant, exactement comme un prêtre a besoin d'une église pour entrer dans son rôle de prêtre. Mais qu'en est-il de la possibilité d'un temple numérique de l'enseignement, de l'apprentissage et de l'éducation? Un tel temple des chiffres peut-il réellement fonctionner? Et si ce n'est pas le cas, quelles sont les raisons profondes d'un tel échec? Dire que l'enseignement en ligne n'a pas de spatialité serait inexact. Rien n'est dépourvu de spatialité, y compris les temps, comme l'indique la physique contemporaine. La spatialité de l'enseignement en ligne est cependant différente de celle de l'interaction face à face entre enseignants et élèves. Cela ressemble à une trivialité, mais seulement si cette spatialité n'est pas analysée en profondeur dans tous ses composants. Tout d'abord, l'enseignement en ligne comporte également un espace physique. Enseignants et étudiants ne se connectent pas à partir d'un vide, vous n'êtes pas dans les vides, chers collègues et amis, mais depuis un espace matériel qui est inévitablement meublé d'une série de figures, chacune conférant une nuance sémiotique particulière à l'espace lui-même, le transformant ainsi en place, un lieu avec une personnalité, avec un rôle spatial et parfois même actorial, comme dirait Greimas. Dans la plupart des cas, en particulier pendant la pandémie des Covid-19, le lieu physique des enseignants et des élèves a été un espace privé, généralement une maison.
Ici, la célèbre distinction formulée par Umberto Eco entre trois types différents de intentio ou intentionnalité signifiante est fort utile. Cet espace physique domestique des connexions est chargé d'abord d'une intentio auctoris, c'est-à-dire du sens que l'auteur de l'espace lui-même veut lui attribuer pour qu'il soit reçu par son public potentiel et ensuite par ses observateurs réels. Voici la première différence importante avec l'espace de la salle des classes. Cet endroit est aussi, d'une certaine manière, créé. Pourtant, un tel auteur est pour la plupart impersonnel et collectif. La forme et les mobiliers de la salle des classes sont déterminés par les réglementations nationales et locales, par les règles administratives, par les besoins et l'initiative bureaucratique plus ou moins conformes à une certaine mode de la République et en particulier dans l'architecture scolaire. Pour ceux qui ont un œil sémiotique exercé, il ne sera pas très difficile en entrant dans l'espace d'une salle de classe pour la première fois de déterminer avec un certain degré de précision à quelle époque et à quel style elle appartient. Les souvenirs personnels et par conséquent l'imaginaire de la salle des classes sont probablement façonnés autour du script visuel et architectural caractérisant une salle des classes à une certaine époque. Et dans les années 70, par exemple, lorsque j'étais jeune étudiant, bien sûr, il y avait des chaises en bois effilochées, des bureaux en résine de mélamine, formaldéhyde, etc. C'était le mobilier classique de cette époque-là. Ensuite, ce lieu d'enseignement et d'apprentissage, mis en forme par une mode publique, institutionnelle, bureaucratique et architecturale, est également, au moins partiellement, modifié par les comportements des utilisateurs et surtout par les pratiques d'écriture, ce qui pourrait être vu, suivant Michel de Certeau, vous vous souvenez de ses études sur l'invention personnelle privée de l'école publique, comme infléchissant l'espace public avec des touches personnelles. Il faut cependant dire, en quelque sorte en ligne avec de Certeau lui-même, que ces infléchissements n'échappent jamais complètement à la mode. Les graffitis sur les bureaux de classe, même les chewing-gums mâchés, collés sous eux, suivent des tendances de mode spécifiques, bien que pour la plupart inconscientes, évoluant au fil des temps. Les vêtements des élèves accrochés au mur, leurs livres et cahiers, leurs stylos et crayons, ainsi que leur propre corps, complètent les mobiliers visuels de la salle de classe qui, pourtant, résulte toujours d'une agence collective, jamais personnelle. Cela est prouvé de manière spectaculaire à chaque fois qu'une réglementation publique pour l'organisation de la salle de classe est contredite par une agence personnelle ou corporative. Un exemple typique est l'initiative périodique de telle ou telle personne de retirer le crucifix ou l'image du président de la République des murs d'une salle de classe italienne, une initiative qui rencontre en Italie une violence extrême, exactement la violence extrême qui rencontrerait la proposition privée de placer un crucifix dans une salle de classe française. L'espace physique de l'enseignement et de l'apprentissage en ligne, au contraire, est par définition composé de deux lieux distants, celui de l'enseignant et celui, ou plutôt ceux des élèves, chacun agencé selon une intentio auctoris majoritairement privée. Lorsque la caméra web est allumée, comme la mienne par exemple, montrant ainsi partiellement l'arrière-plan derrière l'enseignant ou bien derrière l'élève, cela présente généralement un lieu qui n'est pas public et collectif, mais privé et personnel. La mode s'y insinue comme toujours, avec ses divers désirs de distinction, y compris la distinction de l'indistinction ostentatoire. Et pourtant, c'est une mode moins compacte qui n'est pas filtrée par les réglementations étatiques et les règles administratives, mais interprétée selon une logique multiforme obéissant à une gamme beaucoup plus large de facteurs sociologiques, à l'inclusion de la classe socio-économique. La classe numérique est aussi une question de classe. Alors que la salle des classes est l'espace de la classe où tous partagent le même lieu avec le même niveau de distinction esthétique et donc socio-économique, l'espace, ou plutôt les nombreux lieux d'enseignement en ligne, sont un espace des classes dans le sens de catégorisation et classement socio-économique et des pouvoirs des êtres humains. Bien sûr, des salles de classe plus riches et plus pauvres existent, avec des meubles plus vétustes ou plus récents,
avec une technologie plus ou moins avancée, avec de la papeterie plus sophistiquée ou plus banale, avec des gens habillés mieux ou pire. Mais tout ce qui partage physiquement l'espace de la salle de classe sont confrontés au même lieu, entourés par lui, et invités à la considérer non comme son propre espace éducatif individuel, mais comme l'espace éducatif d'un groupe, d'une petite communauté connectée à la communauté sociétale plus large qui a été déterminante dans la formation de ce lieu d'apprentissage lui-même. Cet effet des communautés sémiotiques de la classe a été considéré si important que dans certaines circonstances, dans les classes italiennes à plusieurs époques historiques par exemple, un tablier a été imposé aux enfants et à leurs familles afin que leurs vêtements individuels ne gâchent pas, avec leur inévitable zeste de distinction, l'homogénéité des classes dans la classe. Lorsque cette classe physique homogène est fragmentée, diversifiée en de nombreux lieux physiques hétérogènes de connexion, ceux-ci deviennent immédiatement et inévitablement autant d'objets d'interprétation et potentiellement de distraction. Un élève peut bien interpréter l'espace de la salle de classe physique en y entrant pour la première fois, mais au fil des heures, des jours et des semaines, cet espace cesse d'être un objet d'interprétation et se transforme en habit spatial, qui est un lieu dont la nature sémiotique ne consiste pas à apporter de la nouvelle sémiosis interprétative, mais s'est transformé en arrière-plan neutre et en plus à devenir l'incarnation spatiale, sensorielle et visuelle de sa fonction. Je saute. Qu'en est-il de la temporalité partagée de l'enseignement? La transfiguration des individus en enseignants et élèves est garantie par la présence d'un espace physique socioculturel dans lequel une telle transfiguration est censée s'opérer à la fois littéralement et métaphoriquement, mais aussi parce que la matérialité d'un tel espace garantit que le rituel de franchissement du seuil, la pénétration symbolique au-delà de la porte de la salle de classe, prennent du temps, se produisent pour les élèves comme pour les enseignants dans une temporalité partagée. Une salle de classe, en effet, n'est pas seulement une spatialité participative pour la transmission culturelle, c'est aussi une temporalité partagée pour la construction de la mémoire intergénérationnelle. En entrant dans le même temple symbolique au même moment, les enseignants et les étudiants respectent une loi non écrite selon laquelle une communauté ne reconstruit pas toute sa sémiosphère ex novo à nouveau à chaque génération, mais chérit au moins partiellement la sémiosphère transmise par les époques précédentes. Bien que de plus en plus sophistiquée, la spatialité virtuelle de l'enseignement en ligne ne fournit pas aux participants une expérience liminale efficace. Malgré la prolifération des dénominations métaphoriques cherchant à masquer la différence entre la spatialité réelle et virtuelle de l'enseignement, entrer dans une salle virtuelle n'implique pas la même sémiotique que l'entrée dans une salle de classe. Nous ne partageons pas le même espace, chers collègues, mais nous ne partageons pas le même temps non plus. Chacun d'entre vous est dans un temps et dans un espace très personnel. On pourrait bien souligner, comme cela s'est produit actuellement dans de nombreux cours universitaires virtuels à travers le monde, que les enseignants et les étudiants pénètrent dans l'espace virtuel de l'éducation pour partager une leçon. En réalité, quelle que soit la force de cette rhétorique de la liminalité virtuelle, les enseignants et les étudiants continueront à être incarnés et auront les sentiments irrésistibles que leur vraie personnalité, leur vraie persona, ainsi que leur esprit, ne vont en réalité nulle part, à travers aucun seuil, dans aucun espace partagé, mais restent exactement là où ils sont, dans l'espace privé, personnel et idiosyncratique de leur bureau ou de leur cuisine, partagé avec personne d'autre sauf ceux, conjoints, enfants, animaux de compagnie, qui se trouvent là par inadvertance alors qu'ils devraient être ailleurs. Dans le monde non numérique, la distance corporelle est globalement adoptée comme défense contre la propagation du virus,
a changé radicalement partout la proxémique humaine. L'un des nombreux changements radicaux qui ont été introduits est particulièrement frappant. Maintenant, les méthodes traditionnelles développées par les cultures humaines afin de signifier le début et la fin d'une interaction entre deux ou plusieurs interlocuteurs ne sont plus viables. Il est déconseillé et mal vu, ou même tout à fait illégal, de se faire la bise, embrasser, serrer la main, toucher l'interlocuteur de n'importe quelle manière, qui, lors d'une rencontre, soit potentiellement dangereuse et contagieuse. On nous dit maintenant que même se toucher les coudes est dangereux. Alors, cela conduit à une sorte d'impasse sémiotique, car dans de nombreuses cultures humaines, le début et la fin d'une conversation sont effectivement marqués par des signes non-verbaux, exactement de manière à donner un signal précis quant au début d'une interaction, quant à sa fin. Après la pandémie, les expressions faciales et les gestes n'impliquant pas des contacts ont en fait montré une tendance à devenir de plus en plus emphatiques, exactement dans l'effort de remplacer la fonction sémiotique maintenant perdue du toucher. En anglais, on a même inventé un nouveau mot qui est covidity, qui est l'habilité de montrer ses expressions faciales et ses émotions avec la partie supérieure du visage. Sourire avec les yeux, par exemple. Alors, je vous serre la main, donc vous existez pour moi en tant qu'interlocuteur. Voilà, c'est ça la tradition en France et en Italie. Je vous serre à nouveau la main et vous quittez le lieu de ma conversation. Et dans la plupart des proxémiques éducatives, même l'entrée de l'enseignant dans l'espace symbolique partagé de la classe était marquée par des signes spéciaux. Dans les contextes les plus formels, les étudiants s'élevaient, reconnaissant l'arrivée non de l'individu, mais de l'acteur social qu'il personnifiait, exactement de la même manière qu'il arrive dans tous les rituels. Dans les plateformes numériques de visioconférence, au contraire, on peut toujours entrer en tant qu'avatar privé, invisible et non entendu par quiconque de la même salle virtuelle jusqu'à ce que l'on décide d'activer la caméra et le microphone. Le résultat est que même l'espace virtuel partagé de la classe en ligne peut être privatisé à volonté à tout moment. À tout moment, l'avatar peut se transformer en fantôme et être là sans y être réellement. Toute absence, d'ailleurs, sera toujours par définition excusable en tant qu'imputable à tel ou tel problème technique. Alors, tout enseignant, ainsi que tout étudiant, a eu l'expérience d'une leçon ennuyeuse, d'une conférence ennuyeuse, celle-ci par exemple, pendant laquelle l'esprit de l'étudiant, à un moment donné, quitte cognitivement la salle des classes et commence à vagabonder ailleurs, à l'extérieur, dans un autre monde imaginaire où des choses plus intéressantes se produisent. L'histoire de la spatialité éducative pourrait en fait être écrite ou réécrite en considérant les opportunités de distraction offertes aux étudiants de chaque culture et génération. Au Moyen Âge, les novices d'un couvent ne pouvaient laisser échapper leur esprit qu'en secret, puisque même la position de leur corps était strictement réglementée, de sorte que détourner les regards du livre n'était pas permis ou était même puni. Dans les écoles modernes, les possibilités de distraction ont augmenté à travers les deux voies des fuites caractéristiquement offertes aux étudiants de ma génération, les toilettes et la fenêtre. L'étudiant pouvait soit prétendre avoir besoin d'aller aux toilettes pour échapper à une leçon ennuyeuse ou un examen imminent, soit à regarder par la fenêtre ou le spectacle offert par les autres étudiants. L'introduction des téléphones portables et d'autres appareils de communication numérique à distance a considérablement multiplié la gamme des échappatoires possibles. Messieurs nous a tous donné des fenêtres virtuelles qui s'appellent Windows. Alors tout enseignant après les années 2000 a eu l'expérience de lutter pour retenir l'attention des élèves, lesquels à tout instant pouvaient plonger dans les écrans de leur smartphone. Pourtant, la distraction avait encore une limite qui était déterminée par le corps même des étudiants. Les étudiants regardaient leur smartphone, mais ils étaient toujours physiquement là, dans l'espace éducatif partagé de la classe. La salle de classe, avec la pandémie, étant devenue virtuelle,
La fenêtre numérique à travers laquelle les étudiants peuvent désormais échapper à la salle des classes est devenue presque aussi grande que la salle des classes même. Et là, en fait, remplacer la salle des classes. La proportion entre concentration et distraction a été inversée. Une leçon virtuelle ou une conférence virtuelle comme celle-ci est un arrière-plan en ligne sur lequel on peut revenir de temps en temps lorsqu'on s'ennuie avec des autres activités virtuelles. Les deux dimensions, en outre, celle de la concentration sur la leçon et celle de la distraction, s'ébrouillent de plus en plus. Dans le passé, les élèves pouvaient dessiner des images amusantes de l'enseignant, mais les risques d'être pris et punis étaient encore très élevés. Maintenant, pendant la pandémie, il y en a une énormité très amusante sur YouTube. Les étudiants peuvent post-produire sur place et en direct une leçon numérique en y ajoutant des effets spéciaux amusants que l'enseignant ne verra jamais. Et il sera coincé dans un espace de sérieux pendant que les étudiants jouent avec eux, avec lui, avec elle. Jamais auparavant, il n'était plus facile de parodier les enseignants et l'enseignement. Et peut-être c'est une bonne chose. Les leçons en ligne risquent constamment de se transformer en intermittences amusantes dans un flux continu de divertissements et de jeux virtuels. Face à cette perspective qui est tragique du point de vue de l'enseignant, de nombreux collègues ont en fait renoncé à l'illusion de la spatialité virtuelle partagée d'éducation et ont plutôt opté pour un enseignement asynchrone, par la asynchronicité. Si les étudiants quittent maintenant la salle de classe à leur guise, proposer les cours enregistrés au lieu de cours en direct les incitera alors peut-être à revenir sur les cours, du moins à l'approche de la période des examens. Mais l'éducation en ligne asynchrone, sans temporalité partagée, met cependant en danger un aspect de l'expérience didactique et qui a été également mis en péril dans les passages de la classe réelle à la classe virtuelle. Les enseignants se plaignaient souvent lorsqu'ils ont ou ils avaient trop d'élèves. Cela implique en effet beaucoup de travail en termes d'examen, des discussions, de remise de diplômes, etc. Pourtant, les enseignants sont aussi généralement fiers lorsqu'ils se plaignent de cela. Surtout si leurs cours ne sont pas obligatoires, mais sont en effet librement choisis. Ils se sentent mal à l'aise quand, au contraire, les nombres de leurs élèves diminuent trop. Ils rêvent d'Oxford, nous tous rêvons d'Oxford, où on s'imagine des professeurs assis dans leur bureau avec du thé, avec une demi-douzaine de disciples. Mais nous ne sommes pas satisfaits lorsqu'une salle de classe semble trop vide. Tel est le cas parce que, accordé, l'enseignement n'a certainement pas besoin de la spatio-temporalité, de la matérialité et de la proprioception d'une foule. L'enseignement adressé aux foules a toujours eu quelque chose de suspect, quelque chose qui ressemble plus à l'endoctrinement qu'à l'enseignement, plus à un comice politique ou à un sermon religieux qu'à une leçon. Car l'enseignement s'adresse après tout à des esprits individuels, non pas des esprits qui auraient tendance à se perdre dans dans la distinction d'une identité collective. Il faut cependant souligner que si l'enseignement n'est pas pour les foules, il ne l'est pas non plus pour les individus. L'enseignant n'enseigne pas à des personnes uniques, du moins pas dans les cadres habituels de l'éducation contemporaine. L'enseignement et l'apprentissage individuel sont une activité qui appartiennent principalement au passé, lorsque les enseignants étaient en fait des tuteurs pour les descendants d'une famille aisée. Et c'est une situation qui a aussi tendance à se reproduire périodiquement lorsque les inégalités socio-économiques distinguent à nouveau des apprenants individuels privilégiés dans une majorité de personnes sans accès à l'éducation. Dans l'école démocratique moderne, cependant, comme dans l'université démocratique moderne, les professeurs n'enseignent pas à la foule, mais ils n'enseignent pas aux individus non plus. Ils enseignent à un groupe humain particulier qui porte le nom spécifique de classe. Et combien d'élèves devrait-il y avoir dans une classe? Il n'est pas possible de le définir. Certainement pas les 5000 individus que, par exemple, Facebook fixe comme limite au nombre d'amis que l'on est autorisé à avoir dans ses réseaux sociaux. Le nombre idéal d'une classe, en effet, est celui qui permet une coordination spatio-temporelle, physique et proprioceptive raisonnable au sein de la micro-communauté constituée par l'enseignant et les étudiants. Les cours qui ont lieu dans deux espaces séparés, l'un avec la conférence proprement dite et l'autre avec une vidéoprojection en direct de la première sur grand écran,
crée déjà une inégalité inacceptable entre les privilégiés qui peuvent voir les enseignants chers à nous et ceux qui ne le peuvent pas. Mais ce n'est pas simplement la visibilité de l'enseignant par les élèves à déterminer la mesure idéale d'une classe, c'est aussi l'inverse. Il est important que l'enseignant puisse voir ses élèves. Pourtant, il est tout aussi important qu'il ne les considère pas simplement comme des individus, mais comme les membres d'une classe. Qu'est-ce que la classe, en effet, si ce n'est qu'un groupe où les êtres humains sont censés apprendre en tant qu'individus, en tant qu'esprit individuel, alors qu'ils sont mis dans les conditions de le faire en coordination avec d'autres étudiants. D'une part, l'on pourrait penser que la présence d'un seul enseignant pour un groupe d'élèves dépend simplement d'un arrangement économique. En effet, avant la pandémie, il existait bien des universités qui, malheureusement, pour des raisons économiques, étaient obligées d'entasser un nombre croissant d'étudiants dans les salles des classes. Cela n'exclut pas, cependant, que la situation de l'enseignement individuel soit également à éviter. Cela est le cas parce que si l'enseignement traditionnel implique généralement une interaction en face à face, cela ne devrait pas se résumer au visage individuel de l'enseignant dans le petit carré numérique, s'adressant au visage individuel de l'élève dans son petit carré numérique. Pour les enseignants, en effet, c'est une expérience commune qu'ils voient les visages des élèves non pas comme des visages individuels, mais comme une entité visuelle mystérieuse, collective et à la fois composée d'individus, une sorte de hydre, jeune et, espérons-le, aussi bienveillante. Il serait inapproprié pour l'enseignant de regarder les visages d'un élève en particulier pendant une leçon entière, car cela impliquerait immédiatement que ce visage a été isolé de la classe et transformé en objet privilégié d'observation, ainsi altérant ipso facto également la relation visuelle et interactive avec le reste de la classe. Même lorsque les élèves se distinguent dans les groupes en posant une question, par exemple, cela serait mieux et il est généralement conseillé aux enseignants de ne pas répondre en s'adressant uniquement au visage de la personne qui a posé la question, mais plutôt de partir de là pour ensuite balayer avec un regard plus englobant le reste de la classe. Alors, cela est le cas parce que les individus d'une classe, et je vais vers la conclusion, je ne vais pas vous ennuyer trop aujourd'hui, apprennent mieux que les individus isolés, ou du moins ils apprennent différemment. La différence est le résultat de la spatio-temporalité particulière qui est créée par la matérialité de la salle de classe, qui est à son tour un produit de telles conditions d'espace et de temps. Après tout, il n'est pas si difficile en temps normal, sans la menace d'un virus, de donner naissance à une salle de classe et à une classe dans celle-ci. Un temps limité des réunions, un espace limité des réunions, un enseignant, un groupe d'étudiants, une règle conversationnelle essentielle selon laquelle l'enseignant doit avoir un contrôle prédominant sur la prise de parole en classe. Bien sûr, comme c'est de plus en plus à la mode, surtout aux États-Unis, les étudiants peuvent participer et pourvoir eux-mêmes la parole de la leçon. Et pourtant, si l'enseignant fut incapable d'au moins encadrer de telles contributions, l'idée même des leçons commencerait de s'effondrer, relevant d'une catégorie de discours différente, c'est de la discussion entre étudiants. Alors, un espace limité, un temps limité, constituant à la fois un cadre spatio-temporel, un individu incarnant les rôles de l'enseignant, un groupe d'individus incarnant les rôles des élèves, des règles déterminant la constitution du discours verbal et non verbal de la salle des classes, ce sont des éléments simples, mais ils sont essentiels pour donner naissance à cet effet des communautés d'apprentissage qui est essentiel à l'éducation et à l'enseignement. Certains de ces éléments peuvent d'ailleurs être traduits sous une forme numérique, mais d'autres ne le peuvent pas, entraînant une profonde altération de la scène éducative. Du fait de la pandémie, je peux me réunir à un moment donné avec mes étudiants sur une plateforme numérique. Une telle plateforme peut bien avoir certaines fonctions cherchant à reproduire au format numérique les règles du discours qui régissent l'échange conversationnel des leçons hors ligne. L'expérience
que la plupart des utilisateurs ont de ce simulacre numérique des règles conversationnelles est cependant assez aliénante. Lever la main dans ces plateformes en cliquant sur l'icône correspondante, comme il y en a dans certaines plateformes en Chine par exemple, n'est pas la même chose que soulever la main dans une salle de classe, un geste avec une tradition très ancienne et un sens profondément incarné. Faire taire numériquement, de façon volontaire ou involontaire, des étudiants bruyants pendant une leçon numérique a toujours quelque chose de vaguement censurant, sans parler de ce séminaire numérique dans lequel l'enseignant seul peut parler, alors que les étudiants sont confinés dans des limbes silencieux dont ils ne peuvent sortir que s'ils en sont autorisés. Pendant une vraie leçon, une leçon traditionnelle, une leçon présentielle, les étudiants sont censés rester silencieux et écouter l'enseignant quand il ou elle donne une leçon. Mais, et je dis grâce à Dieu, ils ne sont pas obligés de le faire. Leur silence est volontaire, même à l'école primaire, ce qui signifie qu'il est le sous-produit acoustique d'un choix moral, de l'adhésion à un système de valeurs, de l'intériorisation et de l'incarnation de la croyance que dans cet espace et dans ce temps, mieux vaut rester silencieux et écouter quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre étant l'enseignant. Dans les plateformes numériques, les étudiants pourraient également adhérer au même credo pédagogique et rester silencieux, mais ce silence est toujours médiatisé et donc robotisé par l'action volontaire de couper les sons de leur microphone. Cette intermédiation du silence introduit, comme toute intermédiation, la possibilité d'un simulacre vide. Les élèves sont-ils inaudibles parce qu'ils ont réellement décidé d'écouter leur professeur, et ils sont en fait inattentifs avec l'enseignant, ou bien ils sont en fait inattentifs avec l'enseignant en train de parler à quelqu'un d'autre dans un ailleurs numérique qui est à jamais exclu de l'espace virtuel de la conversation didactique, à jamais incontrôlable par elle. Les corps et la voix de l'enseignant s'adressent aux avatars insourdines des élèves sur la plateforme numérique, mais où sont-ils et elles derrière ces avatars, les corps et les esprits réels? Confinés à un visage dans un carré numérique et à une voix, incapable de se déplacer, de s'élever et même de faire des gestes sans entrave, l'enseignant parle à un vide dont les contenus humains présentent toujours la même incertitude de toute la sphère numérique. Dans les mondes pré-pandémiques, l'enseignant avait bien peur que les élèves ne prêtent pas réellement attention. Il ou elle craignait cette possibilité qui est l'échec intrinsèque de tout enseignement, même si une série de stratégies étaient mises en place pour exorciser cette peur. Cependant, dans les mondes post-pandémiques, cette crainte est devenue une panique. L'enseignant est constamment terrifié à l'idée que les élèves ne soient pas là, parce que leurs esprits sont ailleurs, parce que leurs yeux sont ailleurs, parce que leurs corps sont ailleurs, car même leurs avatars numériques sont ailleurs, perdus à cause d'une panne technique pernicieuse dont les effets sont toujours découverts trop tard, alors que trop de discours réels ont déjà été prononcés au vent numérique, comme un message dans une bouteille que personne ne sera jamais à mesure de retrouver. Alors les conclusions sur la solitude de l'enseignement en ligne. Malgré la création d'un cadre temporel et la simulation numérique d'une interaction spatiale, l'enseignant, en effet, se sent seul. Moi, je dois avouer, je me sens seul sans les étudiants. Peut-être que l'élève aussi se sent seul. Ils se sentent tous les deux, l'un sans l'autre. Cela se produit parce que l'espace qu'ils habitent et sont censés partager est désormais désincarné. C'est un espace qui n'est pas capable de transformer les temps d'enseignement en synchronicité. Les avatars se réunissent tous en même temps, mais être tous en ligne, enseignants et étudiants, sur la même plateforme éducationnelle pendant les mêmes 2 heures, n'équivaut pas à de la synchronicité. Cela se produit quand il y a effectivement lieu physiquement, lorsque des corps sont convoqués en même temps dans le même espace, de sorte que ce temps devient de l'espace partagé et que cet espace devient du temps partagé.
La synchronicité est en effet plus que la simultanéité. Cela signifie que dans ces 2 heures passées par un groupe d'esprits et leurs corps respectifs dans l'espace d'une salle de classe, ils sont absorbés par la même contemplation qui est étymologiquement l'acte mental de partager un temple, d'être ravi par la pensée à la fois mentale et physique d'une résonance. Lorsque l'enseignement réussit, les esprits des élèves résonnent les uns avec les autres et tous ensemble, ils résonnent avec celui de l'enseignant. Les corps, dans cette circonstance, deviennent l'incarnation quasi-mystique d'une symphonie d'esprit. Seuls, j'oserais dire, les très mauvais enseignants n'ont jamais connu un tel moment dans leur vie professionnelle, et tous ceux qui ont fait cette expérience, même une seule fois, probablement admettront que cette expérience constitue un sommet de satisfaction existentielle, une sorte d'extase didactique. Ce qui signifie que l'esprit des étudiants et de l'enseignant ne sont plus seulement dans leur corps respectif, mais sont amenés à s'attarder dans une spatio-temporalité partagée dans laquelle ils vibrent ensemble. C'est un concert d'esprit, un concert plus difficile à obtenir qu'un concert d'instruments, car il n'est pas borné par des codes et des règles, mais résulte de la volonté pure. Dans ces circonstances, les esprits de tous ceux qui sont en classe sont augmentés par leur résonance avec les autres esprits. Ils en sont énergisés. Ils transcendent les limites des corps pour atteindre une dimension presque surhumaine. Ce n'est pas la condition surhumaine de Nietzsche, cependant, celle des individus subjuguant des autres individus, mais au contraire, une supra-humanité, celle qui ne jaillit pas du contact coercitif des corps, de leur physique d'action et de réaction, mais de la force pure des mots, des significations et des esprits. C'est la supra-humanité qui apporte la transcendance de la culture. L'extase sublime à travers laquelle le langage permet aux esprits humains de se projeter au-delà d'eux-mêmes, au-delà de l'espace et du temps, à travers les générations, dans un lieu virtuel qui n'est pas virtuel en tant que numérique, mais en tant que vertueux, ce que de mieux l'humanité puisse offrir à elle-même. La persistance du sens à travers les mots et à travers les temps, la seule opportunité de l'humanité contre les passages naturels du temps, la seule survie possible, la survie de l'enseignement. Je vous remercie. Un grand merci Massimo pour cette magnifique conférence qui, je pense, a rencontré les intérêts et même idéologiquement de certains points de vue qui aura beaucoup de partisans. Donc avant de laisser peut-être la parole aux auditeurs, moi j'ai une question, ou peut-être 2 questions même à te poser. Donc j'ai retenu donc cette belle défense de la classe qui est personnellement, je suis habitué à voir la classe comme un dispositif, donc quelque chose qui dispose, qui hiérarchise, qui attribue de la valeur, et comme tu le dis justement, à travers les regards, c'est une question de directionnalité, et donc tout est dirigé vers l'enseignant. Et j'étais donc habitué à voir la classe comme un dispositif de pouvoir de l'institution académique ou de l'éducation et comme un dispositif contraignant et souvent problématique. Si l'on pense à tout ce qu'on dit par rapport à la classe renversée, par rapport aux méthodes d'enseignement différents qui donnent moins de valeur à l'enseignant et davantage au partage du savoir entre les élèves. Et donc cette classe qui assigne des rôles, qui donne de la valeur et qui dispose donc les esprits, bien je pense que tu l'as défendu avec des armes très convaincantes, en montrant comment la classe finalement c'est un lieu physique de la socialisation et de la communauté des élèves. Donc si je ne me trompe pas,
tu rejoignes ici un peu la position d'Agamben par rapport à la communauté, à l'importance de la communauté des étudiants dans l'académie. Et donc, une première question, peut-être que plus qu'une question, c'est peut-être une invitation à approfondir, à t'entendre parler, serait celle de comment tu vois les relations entre donc, la question de la communauté et de la croyance. On est habitué effectivement à voir comment d'une promotion à l'autre, tous les enseignants savent très bien que d'une promotion à l'autre, d'une année à l'autre, les étudiants sont moins réceptifs. On se dit, est-ce que ça dépend de nous ou de la promotion? Et souvent, très probablement, ça dépend justement de la communauté d'étudiants qui s'est créée pour différentes raisons. Et donc, la communauté contribue à la diffusion, à la transmission du savoir. Et donc, il y a quelque chose qui est lié à la croyance que tu as évoqué. Et de l'autre côté, l'autre question concerne donc l'effet que donc tu nous as montré que donc on a différentes formes de médiation. On a la médiation de la classe, donc une médiation que l'on pourrait appeler institutionnalisée. Et de l'autre côté, on a une médiation qui est une médiation plutôt technologique, mais surtout industrialisée. Et donc, c'est plutôt la question de ce que tu as nommé l'aliénation, et donc l'aliénation des outils numériques ou techniques ou industriels peut-être, et l'effet que ces sentiments de dépossession qu'on a vis-à-vis de l'outil numérique qui finit par poser problème finalement, parce qu'on pourrait penser qu'on pourrait réaménager la classe dans un autre lieu qui est composé différemment, mais finalement ce qui pose problème, c'est toujours cet outil, cette médiation industrialisée qui provoque une aliénation. Et donc, quelle est la spécificité, selon toi, de l'industrie numérique dans cette aliénation? Donc voilà, c'est pas vraiment des questions, c'est plus des invitations à savoir ce que tu en penses. Bon, ben merci pour tes questions qui sont plutôt des réflexions qui enrichissent beaucoup mon propre discours. Et en fait, il est vrai, il s'agissait aussi d'une prise de position. Mais je voudrais dire que mon point de vue ne devrait pas être interprété, au moins selon moi, comme un point de vue conservateur. Au contraire, cette expérience que nous tous vivons est sans doute tragique. C'est une tragédie. C'est une tragédie pour l'humanité. Et en même temps, je crois que nous n'allons pas retourner dans une classe, dans une salle de classe, dans l'espace d'une classe, si jamais nous y allons y retourner dans les mêmes conditions, avec le même esprit. C'est-à-dire, peut-être on avait oublié que la classe était un dispositif. Et l'on avait oublié aussi combien puissant peut être ce dispositif. L'on avait oublié aussi la responsabilité de l'utilisation de ces dispositifs. Bien sûr, la satisfaction esthétique, la satisfaction du passage des connaissances, de la construction de la culture, mais c'est un instrument puissant. Alors peut-être cette expérience d'abstinence forcée nous encouragera, lorsque nous retournerons dans nos classes respectives, à avoir une considération nouvelle de ce qu'il y a derrière cette architecture, cet espace partagé, ce temps partagé, de combien nous pouvons faire avec ces dispositifs et de quel impact nous pouvons avoir. Donc je crois que cela peut-être sera vécu par les enseignants sans doute, mais aussi par les étudiants qui retourneront peut-être à partager l'apprentissage, l'éducation, l'enseignement dans un espace partagé. Donc c'est vrai que c'est un dispositif de pouvoir, c'est un dispositif qui crée des hiérarchies, mais c'est aussi un dispositif tout simplement d'agentivité. C'est un lieu dans lequel
l'enseignant dirige la formation de la culture des générations suivantes. C'est une fonction absolument fondamentale dans le passage, disons, d'une génération à l'autre, dans la persistance d'une culture, dans la modification d'une culture. Je le vois comme un lieu absolument central dans la dynamique de ce que Lottman appelait une sémiosphère. Alors, cela, par exemple, en revenant sur certaines de tes observations, n'exclut pas qu'il puisse avoir des expériences d'ouverture, même extrêmes. On adore le théâtre qui essaye de briser le mur entre les spectateurs et les acteurs. Mais en même temps, je voudrais souligner que ces expériences, qui sont des expériences, si tu veux, métaphoriques, sont possibles parce qu'il y a un niveau littéral de l'enseignement. Le théâtre expérimental est possible parce qu'il y a un théâtre classique. On ne pourrait pas avoir de l'expérience, disons, de destruction, au moins une tentative de destruction de la paroi entre le spectateur et l'acteur s'il n'y avait pas un théâtre classique où ce mur, cette paroi est maintenu. Et je crois que penser que démocratiser l'université coïncide avec l'élimination de tout seuil entre les mondes extérieurs et les mondes intérieurs, entre la classe, ce qu'il y a à l'extérieur de la classe, c'est de la démagogie pure en fait. Au contraire, il faut élargir la classe pour que tout le monde puisse y entrer. Il ne faut pas détruire l'espace de la classe. Donc, c'est une réponse articulée que je te dois. Aussi par rapport à l'impact industriel dans la production de ces outils. Moi, en ayant étudié, comme tu l'as souligné et rappelé, les théories de la conspiration, je ne crois pas du tout au fait qu'il y a un complot des producteurs de logiciels internationaux pour nous coincer dans des espaces numériques, etc. Au contraire, je crois que dans ces cas, il faut avoir une approche sémiotique, mais aussi une approche historique par rapport au logiciel. La plupart des logiciels que nous sommes en train d'utiliser, y compris ce logiciel que nous utilisons, cette plateforme, je crois que c'est Zoom, ne sont pas nés pour créer une expérience d'enseignement. Ils sont nés, dans la plupart des cas, pour garantir des rencontres virtuelles dans des ambiances, dans des environnements professionnels qui étaient très business. Lorsqu'il fallait prendre des décisions dans des conseils d'administration avec des gens qui voyageaient beaucoup, etc. Mais plier ces outils aux exigences, je dirais, sémiotiques, phénoménologiques de l'enseignement, ça va prendre du temps et aussi notre effort. Parce que, vous voyez, ma direction ne va pas dans le sens de dire il faut absolument retourner dans nos classes le plus tôt possible, même s'il y a des dangers, même s'il y a des risques. Alors, de ce point de vue, je suis très 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 loin de Agamben. Au contraire, il faut bien gérer les risques, il ne faut pas retourner dans les classes s'il y a des risques. Mais en même temps, pendant qu'il y a ces risques-là, il faut aussi réfléchir à ce que nous perdons et y réfléchir de façon articulée avec les bienfaits des non-disciplines, de la communication, de l'information. Il ne faut pas simplement s'y adapter. Il y a quelque chose que nous perdons et peut-être nous pouvons en fait guider même, si nous en avons la possibilité, la création de nouveaux logiciels qui puissent avoir un impact différent sur cette phénoménologie. Donc je vois plutôt cette réflexion comme une réflexion à la fois critique et de coopération avec cette production de logiciels pour la création d'espaces didactiques virtuels. Merci beaucoup, Massimo. Je ne sais pas s'il y a une petite question. Je me mets là parce que voilà, vous m'avez posé une question, il vaut mieux venir ici parce que sinon on ne vous entend pas. Voilà, moi j'étais vraiment très intéressé. Bon, un grand merci d'abord, c'était une super conférence. J'étais très intéressé par la partie sur l'espace. Je me suis un petit peu intéressé aux pédagogies alternatives, Maria Montessori, Rudolf Steiner, etc.
Et ce qui me frappe, c'est que ces pédagogies alternatives ne remettent pas en cause l'espace de l'apprentissage. Ils proposent d'autres modalités spatiales. Certains proposent même l'école hors les murs. Il y a toujours un espace. Alors, ils proposent éventuellement de réinventer cet espace. Si vous allez sur les sites internet des nouvelles écoles innovantes, etc., alternatives, on voit toujours sur ces sites internet des nouvelles salles de classe, mais très différentes, bien sûr, du modèle un peu hiérarchique évoqué par Matteo. Mais quand même, l'espace est là. Et moi, ça me frappe de voir que chaque fois qu'on a voulu réinventer l'école, on n'a pas pour autant sacrifié l'espace et aussi la temporalité des lieux. Oui, c'est une réflexion excellente et je partage en fait cette perspective. L'espace est, à mon avis, une dimension essentielle, fondamentale. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est une réflexion qui peut-être à son sommet d'anthropologie de Gregory Bateson. C'est-à-dire l'espace et les confins de l'espace sont fondamentaux pour créer des rôles sociaux. Alors, comment peut-on créer les rôles de l'enseignement, de l'étudiant, de l'enseignant, sans avoir un espace avec des seuils en franchissant lesquels nous devenons les rôles que nous devons jouer dans un espace social? C'est exactement comment... Alors, lorsque j'étais enfant, comme plusieurs enfants en Italie, j'ai passé mon enfance en jouant du foot. Alors, c'était une façon assez particulière de jouer le foot parce qu'il n'y avait pas de limites spatiales. C'est-à-dire, la limite spatiale, c'était le monde entier. Et il n'y avait pas de limite temporelle non plus. C'est-à-dire, la limite temporelle, c'était quand la maman vous appelait pour le dîner ou le papa vous appelait pour le dîner. Donc, mais ce n'était pas du vrai foot. C'est-à-dire, les sports, les jeux en général, les jeux sociaux, a besoin d'un espace déterminé. Et la salle de classe, la classe, c'est une sorte de détermination de l'espace qui permet cette entrée en rôle qui est fondamentale dans la transformation de l'individu dans un rôle social. Moi, je crains parfois que dans la fragmentation, dans la numérisation des espaces rituels, on parle beaucoup de perte des rituels maintenant, on va être un peu trop individu, non pas forcément individualiste, mais un peu individu, c'est-à-dire on aura du mal à entrer dans certains rôles sociaux qui sont pourtant fondamentaux. Et les problèmes, vous voyez, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas forcément conservateur, c'est que lorsqu'on a du mal à entrer dans des rôles sociaux, on a aussi du mal à en sortir, parce qu'il faut bien aussi sortir des rôles sociaux, et c'est ça les problèmes. Oui, d'où cette pédagogie alternative qui invite à sortir de ces rôles sociaux. Voilà. Mais bon, j'ai parlé pour... Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Encore une quinzaine de minutes. Alors, Daniel Moati oui. veut te poser une question, donc je vais essayer de comprendre comment faire pour... il faudrait... Voilà. Je peux parler? Oui. Oui, moi je pensais qu'il y avait une sorte de continuation. L'université, comme d'ailleurs l'enseignement secondaire, est rentrée dans le moule, de la distanciation de l'enseignement très facilement. Et ça a été facile parce que depuis une trentaine d'années, il y a une sorte de continuation et il faut même remonter à bien plus longtemps, on a une conceptualisation continue de l'enseignement qui s'accélère et qui s'aggrave. C'est-à-dire qu'on est passé d'un enseignement qui était à la fois au tout départ, avant même la naissance de l'écriture, qui était un enseignement où tous les sens participaient. Quand on avait une initiation dans les sociétés agraires ou dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, on avait une transmission intergénérationnelle où tous les sens, les 5 sens participaient. Et puis, avec la naissance de l'écriture, ont été favorisés essentiellement la vision d'une part et l'audition et la parole de l'autre. Et maintenant, les sens
en termes de sensuel, de sensibilité, disparaissent complètement de l'enseignement avec l'informatisation. L'émotion aussi, ça vous l'avez très très bien souligné, mais les sens disparaissent. Or, les sens sont indispensables à l'apprentissage. Et donc, je pense qu'actuellement, on va vers une sorte de distorsion. Là, d'autres aspects qui disparaît, qui a déjà disparu depuis longtemps, c'est la nature. L'enseignement, la transmission des savoirs se faisait en milieu naturel dans les sociétés où l'écriture n'existait pas. Et or maintenant, on a un enseignement, une transmission des savoirs qui devient de plus en plus désincarnée et où la nature n'a quasiment plus de rôle. Et en ce sens, l'humanité est en train de perdre une dimension essentielle. Je crois, je le crois, voilà. Donc la question que je voulais vous poser, c'était, ne pensez-vous pas qu'on a une accélération plutôt qu'une accélération, une continuation, une accélération plutôt qu'un changement avec l'arrivée du Covid? Je pense qu'on a accéléré le système, non pas, on n'a pas une rupture. Alors, merci pour votre commentaire, je le trouve absolument excellent. Je suis d'accord avec vous, je crois que il ne s'agit pas d'une rupture, il s'agit d'une situation de crise à partir de laquelle on a réagi en emphatisant des lignes qui étaient déjà en quelque sorte présentes dans la société, dans le développement de la technologie, dans le développement des valeurs, de la relation entre, disons, enseignement et société. Donc oui, il ne s'agit pas d'une véritable rupture. Ce n'est pas une nouvelle technologie qui a été inventée, qui a tout révolutionné, tout fait basculer. Au contraire, effectivement, c'est une emphatisation de cette dimension de perte d'essence et donc perte du sens. J'irais même dans la direction de dire que cette présence des sens, des corps, est indispensable aussi parce qu'en fait, pour être des individus, on doit vivre dans ce réseau des corps. Lorsqu'on est des individus détachés des corps des autres, on a bien sûr l'impression d'être des individus dans un espace privé, aménagé avec des livres, etc. Mais on devient beaucoup plus facilement des clichés. On devient beaucoup plus facilement des éléments à l'intérieur d'un discours qui a été fabriqué ailleurs. Donc c'est ça l'un des problèmes que je remarque. Pour être des individus, il faut apprendre à être une communauté, même une communauté de corps. Et sinon, on a toujours tendance à se transformer dans l'image de soi-même, en quelque sorte. Nous avons vu, par exemple, moi je mets toujours des livres derrière moi, comme les professeurs lorsqu'ils donnent des conférences. Mais bien sûr, c'est un cliché. Hein. On veut montrer, on veut démontrer qu'on a du savoir dans son derrière et qui, en quelque sorte, garantit ce qu'on dit lorsqu'on a perdu la salle des classes, on a perdu l'université. Mais c'est un véritable cliché. Il y a Bruno Gérard qui veut intervenir. Non, Bruno est là. Vous m'entendez? Oui. Oui, ok, merci. J'ai beaucoup apprécié aussi votre communication et votre conférence. Et moi, je ne réagirai peut-être pas en chercheur, mais en tant qu'enseignant moi-même qui a repris les cours en présentiel avec un plaisir vraiment augmenté, on va dire. C'est mon plaisir qui est augmenté à ma présence. Mais il y avait dans la dimension de la classe, dans cette dimension peut-être qualifiée presque de sacrée, hein, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans les églises, hein,
En Angleterre, il y a des prêcheurs qui montent sur des chaises pour prêcher à la population. Voilà, c'est peut-être ça le système numérique, mais nous avons adopté un système de la classe. Et j'avais l'impression que la classe est un système un peu fermé et qui donc me protège et nous protège, moi et mes élèves, de l'extérieur. C'est-à-dire que je peux dire des bêtises, nous pouvons échanger, nous pouvons avoir de l'interactivité, des choses qui ne quitteront pas la classe. Alors c'est plus ou moins vrai aujourd'hui avec les smartphones, puisque les smartphones sont beaucoup utilisés dans les cours, mais cette dimension, ça nous appartient, c'est un moment qui nous appartient, c'est un partage qu'on va avoir ensemble et qui aura certainement peut-être une influence ou pas. J'ai l'impression qu'avec les systèmes numériques, on a un système ouvert. Par exemple, ici, dans cette conférence, je ne sais pas qui est présent. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne font pas partie du laboratoire ou d'autres qui sont présents et qui regardent cette conférence. Et donc, j'ai l'impression d'une perte de cette dimension, voilà, que tu as très bien dit d'ailleurs, sur ce partage, cette synchronicité qu'on peut avoir parfois avec les étudiants. Voilà, donc c'est ma question, si toi-même tu envisages cet aspect-là sous forme de système ouvert, système fermé. Ouais, merci beaucoup. En fait, c'est un commentaire très intéressant parce que c'est un aspect que je n'avais pas souligné, mais qui est vraiment présent dans ma réflexion. Je ne l'ai pas souligné parce que souvent on a tendance à toucher cette question d'une façon assez simpliste, en pensant à la privacité des contenus, ou bien à la propriété des contenus, ou bien au secret et à la sécurité de ce que le professeur est en train de dire. Mais en fait, tu as décrit la question de façon beaucoup plus profonde, à mon avis, parce que le problème, ce n'est pas d'être à l'abri des yeux indiscrets. Le problème et la question, c'est que lorsqu'on est dans un espace physique, même si l'on est sous les yeux potentiels des smartphones, etc., l'on a une autre expérience de la privacité, une autre expérience de la communauté de ce qu'on dit. On sait bien que cette communauté n'est pas entièrement fermée, mais elle n'est pas non plus insérée dans ces flux extrêmement poreux et incontrôlables qui, de fait, a transformé l'expérience, et est en train de transformer l'expérience de l'enseignement dans un contenu de réseaux sociaux. Donc, nous allons dans la direction de voir même cette activité-là, après l'amitié, après les relations sentimentales, après le travail, etc., se transformer selon les logiques des réseaux sociaux. Alors, un jour peut-être, il sera beaucoup plus commun de mettre des likes sur les visages, sur les contenus, sur les propos des professeurs, avec toute une dynamique qui sera encore une fois empruntée à partir d'un autre environnement, mais aussi d'une autre culture. Moi, je voudrais insister peut-être sur le fait que l'idéologie des plusieurs réseaux sociaux a aussi une histoire particulière, appartient à un contexte culturel particulier, à une certaine idée de connexion qui est derrière elle. Donc, je ne sais pas si c'est une idéologie, une idée de connexion qui appartient par exemple à l'histoire européenne. Donc, il y a une autre question. Oui, c'était moi. Oui, effectivement, d'abord, je tiens à vous remercier à cette belle présentation inaugurale de la conférence. Vous avez fait un travail extraordinaire et vous avez bien expliqué le contexte espace dans l'enseignement, l'espace enseignant et l'espace élève ou étudiant. Mais il y a un phénomène qui manque et vous avez très rapidement passé là-dessus, c'était le temps. Donc, vous avez beaucoup parlé d'espace et vous avez rapidement sauté l'espace de temps, vous avez prononcé le mot temps et vous avez pu parler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de ce phénomène temps dans l'enseignement? Ah oui. S'il vous plaît. Oui.
Oui, oui, c'est vrai que j'ai consacré beaucoup plus de temps à l'espace et beaucoup moins d'espace au temps. Et, mais d'abord, je voulais commencer par un élément dont la matérialité est beaucoup plus visible, beaucoup plus facile à saisir, quoique le temps aussi a une matérialité bien sûr, mais la matérialité de l'espace, la matérialité de la spatialité est quelque chose que pour nous tous est très évident. Donc c'est évident que les confinements, la pandémie, etc. ont agi surtout sur un imaginaire spatial, quoique les confinements, ça a été aussi un confinement temporel. Alors, si l'on pense aux règles des confinements dans certains pays, je pense surtout au fait que moi j'avais de la chance à La Rochelle parce que moi je pouvais bouger 1 kilomètre et arriver à l'océan, pendant qu'à Turin j'aurais pu bouger 200 mètres. Donc vous voyez, c'est vraiment la dimension de l'espace qu'on vit aussi dans la matérialité du confinement, plus que la matérialité du temps. Cependant, les deux dimensions sont bien sûr entretissées. L'espace de la classe est fondamental pour créer aussi une expérience commune du temps, dans le sens que ce qu'on a reproduit dans la version numérique de l'enseignement, c'est plutôt l'extension ou l'étendue temporelle. Hein. Ce n'est pas la qualité du temps, c'est la quantité du temps. Donc on peut très bien gérer la quantité de temps partagé avec les autres sur les plateformes numériques. Et cela est aussi peut-être un résultat de l'origine de ces plateformes, qui c'est une origine assez comptable. C'est un monde dans lequel le temps est de l'argent. Mais la réflexion sur la temporalité de l'enseignement numérique devrait aussi prendre en considération non pas les temps en tant qu'étendue temporelle, les temps physiques, les temps qu'on peut calculer, les temps qu'on peut monétiser, etc., mais les temps en tant que qualité, c'est-à-dire combien de ce que j'appelais synchronicité des esprits convoqués par une scène d'enseignement, peut-on vraiment produire pendant une longue séance d'enseignement sur une plateforme numérique? Quels sont les vrais temps qu'on consacre à être avec les autres, au partage des idées? Quel est le temps qu'on soustrait à ces temps quantitatifs en ouvrant des autres fenêtres, en contrôlant les messages email, en utilisant plusieurs ordinateurs? Aujourd'hui, ce matin, j'ai enseigné à mes étudiants en Chine. En même temps, il y avait un colloque de sémioticiens à Rome. Je les avais l'un sur un ordinateur, l'autre sur un autre ordinateur, mais je n'étais nulle part dans l'espace, et peut-être je n'étais nulle part dans les temps non plus. Mon temps, c'était un temps effiloché, c'est un temps distrait, c'est un temps... Ce n'est pas un temps de dévotion, ce n'est pas un temps d'attention, ce n'est pas non plus un temps de... Vous avez gagné du temps. Donc effectivement, cette économie du temps, et l'espace, non, parce que le temps, si vous étiez en même temps dans deux endroits du monde, donc vous avez économisé le voyage, le temps, l'argent, et donc effectivement le temps peut être un phénomène sur lequel on peut faire des recherches pour savoir dans l'enseignement cet aspect du temps, quelle importance a par rapport à l'espace enseignant et étudiant. Oui, et aussi en termes de valorisation du temps. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est arrivé, par exemple, si j'avais eu la possibilité de venir à Nice pour donner cette conférence? Bien sûr, j'ai économisé beaucoup de temps parce que je n'ai pas dû prendre les trains et étudier les horaires, aller dans un hôtel, etc. Vous avez économisé de l'argent en tant qu'université de Nice.
etc. Mais les temps de notre rencontre a changé aussi, c'est-à-dire tous ces rituels qui accompagnaient la rencontre entre savants, chercheurs internationaux n'étaient pas uniquement superflus. Je veux dire, c'était des rituels qui construisaient aussi l'importance de la rencontre et donc les temps de la rencontre. Merci. Il y a d'autres questions, il est 18h25, on a 5 minutes. Moi j'ai une petite question, je peux? Oui, bien sûr. Merci pour cette conférence, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Ce qui m'intéresse, c'est surtout tout l'aspect de la spatialisation, de l'effet de la spatialisation sur le rituel de l'enseignement. Et je me demandais, mais c'est une demande, c'est une réflexion comme ça que je me fais, est-ce que ce n'est pas une question aussi générationnelle, dans le sens, si on prend, on fait référence à Josse, l'horizon d'attente, ça dépend aussi des attentes qu'on a par rapport au fait d'être dans un lieu et que on est lié aux rituels qui ont lieu dans ce lieu. Hein. Tandis que peut-être la nouvelle génération, elle a plus l'habitude, en tout cas les étudiants actuels, ne se retrouvent pas forcément dans un espace physique, ils ont plus l'habitude d'être sur la toile, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et donc ils vivent différemment cet effet de manque, je dirais, de spatialisation, que j'entends comme l'effet d'appropriation d'un lieu. Voilà, donc je ne sais pas, c'est peut-être le fait de réfléchir à cette différence entre l'espace et le lieu, l'espace comme lieu physique caractérisé par certaines ontologies, et le lieu comme un espace chargé de sens, et le sens qu'on lui donne, en tout cas, il est différent selon peut-être la génération, et donc le type d'apprentissage diffère par rapport à ses attentes relative à l'espace. Je ne sais pas si j'étais claire. Oui, très, très clair en fait. Si c'est un commentaire très profond, je ne sais pas si je suis à même de répondre avec la même finesse. Il ne s'agit pas de répondre en fait, mais surtout de dialoguer avec ces commentaires. On sait depuis Meyerowitz, etc., qu'il y a un sens de lieu qui change selon les médias qui sont présents, les technologies de la communication qui sont présentes dans une société. Et c'est vrai qu'avec cette progression technologique numérique, on a eu l'impression de atteindre des degrés de plus en plus sophistiqués et avancés de liberté aussi. C'est-à-dire la liberté d'apparaître et de disparaître. Et l'ubiquité, par exemple. Ce matin, j'avais des ubiquités. C'était quelque chose qu'auparavant, l'on n'attribuait qu'au saint, au Dieu, aux présences spirituelles, disons. Et donc maintenant, c'est un super pouvoir qui est donné aussi à quelqu'un par les moyens technologiques. Et donc, je crois que oui, il y a ces sentiments de liberté qui est le sentiment de pouvoir sortir, entrer dans des espaces d'enseignement, mais aussi dans des espaces de rencontres, même des relations, et sans entrave. Moi, je ne porte pas forcément un jugement moral sur cette liberté, mais je me demande quelles sont les origines profondes de cette valorisation de la liberté numérique et quelles sont ses conséquences. C'est-à-dire, quelle est la conséquence, par exemple, de devoir être dans un espace partagé dans un temps déterminé, de ne pas avoir la liberté, ou du moins de ne pas avoir la liberté totale d'entrer et sortir d'une classe. Alors cela a des conséquences. Il y a des gens aujourd'hui, il y a un écrivain français très connu, Emmanuel Carrère, qui en parle dans son dernier livre, Yoga, qui se renferme 10 jours dans des endroits pour méditer tout seul pendant un temps de 10 jours, qui est fixe.
Alors, il n'y a aucune raison pour laquelle ces temps doivent être de 10 jours, de 9 jours, de 8 jours, mais il y a peut-être une raison de l'existence de cette limite. Le numérique nous invite... Un rituel, parce que c'est un rituel. C'est un rituel, exactement. Mais les rituels, c'est la construction d'une limite qui n'a pas force, qui est arbitraire la plupart du temps. Mais dans son arbitrariété, cette limite produit des effets des motivations. Alors, c'est ça qu'on perd de vue, c'est-à-dire les limites de 2 heures de classe est tout à fait arbitraire, mais l'effet qui produit sur la constitution d'une communauté étudiante a de la motivation, prennent de la motivation à travers la constitution rituelle, exactement. Il y a Valentina, tu veux t'appeler? Mais on ne te voit pas, Valentina. Tu parles sans vidéo? Valentina? Voilà. Le micro n'est pas allumé. Oh, allez. Je ne vous entends pas. Valentina, ton micro n'est pas allumé. Non. Oui, voilà, là c'est allumé. C'est bon. Mais on n'entend pas. Ouais. Cela fait partie aussi de notre sujet, hein, parce que l'espace numérique de l'enseignement est toujours plein de petits accidents. Voilà. On t'entend pas. Ma porte. Maintenant, ça va? Oui, maintenant, oui. Ça va comme ça? Très bien. Ok. Ouais, merci. Ok. Je vous vois à peine. Ouais. Le temps que je change. Alors, en fait, j'étais très intéressée à la partie sur la communication non verbale parce que je partage l'idée d'une magie qui se produit en cours et qui est en fait la source de notre satisfaction. On ferait pas ce métier si on n'avait pas ce genre de satisfaction. La communication non verbale me concerne particulièrement parce que c'est vrai que les masques représentent un écran. Et c'est la façon que nous avons aussi de nous poser face aux autres. C'est vrai que persona veut dire masque en grec, c'est prosopone, donc on rajoute une double masque vis-à-vis des relations avec les autres. Donc la question que je pose à Massimo, que je remercie pour cette intervention, était celle de savoir si l'utilisation de nouvelles technologies ne sont pas aussi quand même exploitées pour ce jeu de cache-cache et pour effectivement s'abriter derrière un masque supplémentaire. Ah, merci. C'est une très belle question, une question assez complexe. Mon projet de recherche actuel, en fait, s'appelle Facets. C'est un projet de 5 ans. C'est exactement sur les visages à l'ère numérique. Et ce projet a été, démarré en 2019 et après tout a été bouleversé par l'arrivée du point de vue de l'organisation du projet, mais aussi du point de vue des contenus, parce que notre manière à nous d'utiliser notre visage a changé beaucoup. Alors, le visage est très difficile à étudier parce qu'il y a des composantes qui sont probablement liées à l'histoire de notre espèce, à l'évolution de notre espèce, et des autres qui sont
clairement des éléments culturels. Alors, il faut dire aussi qu'il y a aussi des exceptions, c'est-à-dire il y a des cultures dans lesquelles le visage est plutôt caché. Hein. Il y a des études très intéressantes de Grimes à partir des années 70 sur les Touaregs, par exemple, où le visage est systématiquement caché, sauf dans des conditions particulières. Hein. C'est le leader spirituel qui peut dévoiler son visage. Mais il faut dire aussi que cela justifie aussi la différentes perspectives sur les masques qu'on a eu en Asie d'un côté et en Europe et dans l'Occident, disons, de l'autre côté. C'est très difficile dans l'Occident de percevoir les autres dans leur singularité si le visage est en partie occulté. Et donc cela a des conséquences profondes sur la façon dont nous rapportons les uns avec les autres. Et il y a aussi des tendances qui sont en train de se former maintenant que le masque se généralise et ça devient aussi un dispositif habituel. Ceci dit, le numérique intervient là-dessus parce que, et en cela je prolonge peut-être votre réflexion, nous avons l'impression d'une véridicité du visage dans le numérique maintenant que le visage n'est libre de masque que dans le numérique. C'est-à-dire si l'on était maintenant avec Matteo dans la même salle, on se percevrait les uns les autres avec des masques, avec nos visages masqués. Donc, de façon paradoxale, la présence des masques sur les visages réels attribue un effet de réel paradoxal au visage numérique. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez l'impression de me voir plus directement à l'écran maintenant que dans la rue. Et cela aussi, c'est probablement quelque chose qu'il faut étudier et sur lequel il faut réfléchir. Nous ne montrons notre visage à des inconnus que par les biais d'un dispositif numérique maintenant. Un grand merci, Massimo. Il y a une dernière question de Nicolas. Voilà. Je mets le masque pour poser la question. Alors, je vous ai entendu sur les inégalités. Et je vous assure que moi, c'est vraiment, en tant qu'enseignant à l'université, qui me frappé. Parce que nous sommes dans une université publique, la plupart de nos étudiants sont plutôt issus de milieux modestes, la plupart. Et c'est vrai que pendant la période où l'enseignement était uniquement en distanciel, on a quand même été dans une logique extrêmement punitive, où on a obligé nos étudiants à rester confinés dans des espaces extrêmement étroits, étroits comme ceux qu'ils avaient l'habitude d'avoir étant au lycée ou au collège chez leurs parents. Souvent, j'ai vu des chambres de bonne de 8 mètres carrés, 10 mètres carrés, 12 mètres carrés. Ça a été une sorte de régression, quand même, vécue par eux. Pendant ce temps, la plupart d'entre nous, enseignants, on était dans nos appartements avec les Dolce Vita. Et pour les étudiants, ça n'était pas la Dolce Vita. Et effectivement, de ce point de vue-là, je crois qu'on n'a pas assez insisté sur le creusement des inégalités qu'a provoqué l'enseignement 100% distanciel. Parce qu'autant je pense que l'enseignement distanciel peut être utile, complémentaire, mais le 100% distanciel, je le trouve aujourd'hui, en l'état, extrêmement inégalitaire pour nos étudiants. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsque le confinement a démarré, d'ailleurs, j'étais par hasard en France, parce que j'étais là pour donner une conférence à Bordeaux. Et après, ça a été très compliqué de retourner en Italie et je me suis trouvé dans un petit appartement à La Rochelle où le problème, ce n'était pas tellement la taille de l'appartement, c'était le débit du réseau. C'est-à-dire, moi, j'ai dû tout réadapter au numérique dans un appartement qui était un appartement Airbnb pour des touristes qui avait un débit de réseau qui était très modeste. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut souligner, c'est-à-dire, oui, c'est les problèmes des inégalités de l'espace, c'est les problèmes des inégalités du partage de l'espace, parce que moi j'ai un groupe de recherche ici avec plusieurs chercheurs, jeunes chercheurs, et alors j'ai dû insister pendant, juste après la pandémie, juste après les confinements, disons, stricts,
lorsqu'on commençait d'utiliser à nouveau les locaux de l'université, j'ai dû insister énormément, j'ai dû lutter avec les recteurs de mon université pour que des espaces de travail fussent aménagés pour les chercheurs, parce que pour eux, c'était beaucoup plus important que pour moi-même. C'est-à-dire, je vis tout seul dans une grande maison, je n'ai pas de problème des enfants qui crient, des partenaires qui travaillent, du débit d'Internet. Je suis dans une condition numérique idéale. Et donc, vous avez entièrement raison. Et j'ajouterais aussi que nous sommes en train de faire payer les coûts, une partie des coûts de la numérisation de l'enseignement aux étudiants et aux jeunes chercheurs. C'est-à-dire, ce n'est pas que l'université italienne ou française paye aux jeunes chercheurs les réseaux à haut débit. Alors moi, par exemple, j'ai augmenté le salaire de mes chercheurs après la pandémie, exactement parce que en disant à l'Union européenne que maintenant ils doivent se payer la fibre à la maison, parce que sinon ils ne seront pas à même de travailler de la même façon. Alors c'est ça aussi, les coûts d'électricité, les coûts des chauffages, c'est beaucoup plus... Je serais beaucoup plus matériel que vous sur cela, c'est-à-dire c'est tous des coûts qui nous échappent dans la numérisation. Bon, je pense que je remercie beaucoup Massimo. Pour terminer, peut-être, je pense que tu ne seras pas opposé si on va asynchroniser ta conférence non, pas et la du mettre en ligne. Non. Tu sais, la bonne chose de l'enseignement, c'est que les narcissismes gagnent surtout, même sur la pandémie. Excellent. Et j'espère de toute façon qu'on pourra se voir en live bientôt, que tu pourras bientôt venir nous voir. Et voilà. Bah, ce sera un plaisir. C'est moi qui te remercie, qui vous remercie. C'était quand même, malgré la virtualité, une belle rencontre. Et j'espère de vous rencontrer personnellement à Turin ou à Nice, dans un monde plus libre et peut-être encore plus conscient des sons de la liberté qu'avant la pandémie. D'accord. Bon. Merci. Merci. Ciao, ciao.